Aujourd'hui, après avoir présenté l'histoire des États-Unis, la division entre le Nord et le Sud, et diverses autres problématiques, je vous propose enfin de terminer cette série de contextes sur la guerre de sécession, en parlant cette fois-ci des différents cabinets, des dirigeants qui vont mener cette guerre, et également des plans et différents théâtres d'opération où va se jouer cette guerre. Parlons donc tout d'abord du cabinet confédéré et des plans de bataille de la Confédération. Durant la guerre de sécession, la Confédération va être menée par plusieurs hommes forts. Tout d'abord, le président de la Confédération, Jefferson Davis, un planteur esclavagiste, ancien officier dans l'armée et plutôt bon politicien. Il est secondé par son vice-président, Alexander Stephens, et également, en tant que secrétaire d'État principal, on retrouve Judah Benjamin, qui passa par bon nombre de postes au sein du cabinet. Et parmi les principaux chefs qui allaient mener les opérations militaires, il y avait bien sûr les secrétaires d'État à la guerre, qui changèrent de tête à de nombreuses reprises d'ailleurs, surtout durant le début de la guerre, pour enfin se stabiliser de 1862 à 1865 avec James Seddon. Il y a également le général en chef de l'armée confédérée, Robert E. Lee, un homme compétent et prudent. Et enfin, pour l'aspect naval, on retrouve Stephen Mallory, le secrétaire d'État à la marine. Dans le cabinet confédéré, on peut donc remarquer que les postes changent énormément de tête avant de se stabiliser en 1862, jusqu'à la fin de la guerre, où en 1865, le cabinet sera totalement remanié, étant donné la clairvoyance des précédents secrétaires d'État sur la situation de plus en plus catastrophique du Sud et sur la défaite imminente. La majorité étaient également des hommes plutôt compétents, comprenant les faiblesses et atouts du Sud et essayant de les exploiter au maximum. Ainsi, les plans de bataille seront plutôt cohérents pour la situation du Sud. On privilégia une stratégie défensive qui deviendra plus tard, selon les mots de Jefferson Davis, offensive-défensive à partir de 1862. La stratégie, aussi bien politique que militaire, visait à défendre la frontière sudiste en engageant des batailles défensives, en s'appuyant sur le terrain et dès que possible entamer des opérations plus offensives en territoire nordiste afin de démoraliser la population du Nord. Cette stratégie, acceptée et appliquée par les militaires, eut tout de même des opposants, certains généraux considérant les Yankees comme une race inférieure carrément, et se croyaient capables d'envahir le Nord et de gagner des batailles en large infériorité numérique, etc., etc. La réalité du terrain leur donnant très rapidement tort, poussant d'ailleurs certains généraux, à la fin de la guerre, à des actes totalement irréfléchis. Sur mer, conscients de leur infériorité, les confédérés firent de la guerre de course leur spécialité, chose assez commune pour les pays n'ayant pas beaucoup de moyens pour entretenir une flotte ou n'ayant juste pas le temps d'en construire une. La guerre de course, c'est des petits navires qui font de la nuisance aux routes commerciales et aux blocus et qui coûtent pas cher. Ces mêmes navires parvenant même quelquefois à faire passer des navires de commerce remplis de coton, qui brisaient donc le blocus, même si en très petit nombre par rapport à ce que pouvait réellement exporter le Sud en période de paix. C'est pour cela que des plans se mirent en marche dans la diplomatie confédérée pour acheter avec l'or du Sud une flotte mercenaire déployée alors en Chine pour le compte des Anglais, afin de briser le blocus du Nord. Ce plan a failli marcher, mais se vit totalement arrêté par les gros moyens déployés par l'Union, tout d'abord pour empêcher que cette flotte quitte leur port en Chine, comprenant bien vite que face à cette flotte, le blocus serait totalement intenable, mais également par les Anglais, qui avaient besoin de cette flotte dans la zone, étant donné qu'on est, je le rappelle, en pleine révolte des Taiping, et qu'en plus, vers la fin, les Anglais commencent
à leur insu, à être de plus en plus du côté des Tsing, et donc à être de plus en plus engagés dans la guerre. En conclusion, la stratégie sudiste, comptant sur les atouts de la Confédération, n'était pas essentiellement mauvaise ou utopiste, au contraire même. Mais elle devait compter sur l'appui européen et sur beaucoup plus de victoires défensives et offensives, afin de maintenir le moral et de réellement mettre en danger certains secteurs géographiques de l'Union, afin de tenter encore plus d'offensives éclairs et de faire réellement du mal à l'économie, aux routes logistiques et au moral du Nord. Mais cela força également le Sud à abandonner la lutte dans nombre de secteurs, notamment à l'ouest et sur le Mississippi à partir de 1862, manquant alors de moyens. Cette stratégie aurait pu fonctionner sans la remise en question stratégique du Nord à partir de 1863 à peu près, sans la négligence de certaines zones de front, avec plus de succès afin de montrer que le Sud pouvait se défendre durant longtemps et donc épuiser le Nord, et enfin attirer l'œil des Européens, sans compter également les problèmes de ressources. Bref, ça aurait pu marcher mais avec énormément de si. Et comme on dit souvent, avec des si, on refait le monde. And if our southern cause is lost and southern rights stay. Au nord, le cabinet de guerre va également mettre un peu de temps pour se stabiliser. Finalement, tout comme le sud, c'est à peu près en 1862 que le cabinet se forma et compta des personnages qui resteront en poste longtemps. Tout d'abord, on a le président élu des États-Unis tout de même, Abraham Lincoln, qui est un politicien de génie, mais assez étranger au domaine de la guerre, et surtout voulant des résultats concrets au plus vite, sachant la possible usure de la population du Nord si trop de défaites s'accumulaient, ou si les opérations piétinaient à la frontière. Mais c'est également un homme qui a su très bien s'entourer, comme bon nombre d'hommes très intelligents. On a tout d'abord William H. Seward, architecte de la diplomatie de l'Union, secrétaire d'État, et évitant avec l'aide de Lincoln nombre de crises diplomatiques vis-à-vis des Européens, et donc leur intervention. C'est également lui qui a empêché la flotte mercenaire d'arriver sur les côtes des États-Unis. On lui doit quand même beaucoup. On retrouve ensuite le secrétaire aux finances, Salmon P. Chase, qui parvint à mobiliser l'économie nordiste pour la guerre et à financer cette guerre également, sans beaucoup d'endettement d'ailleurs. On retrouve ensuite Edwin M. Stanton, secrétaire à la guerre, accompagné du vieux général en chef Winfield Scott, qui va être ensuite mis à la retraite et remplacé par d'autres généraux, comme Grant. Ceux-ci seront donc les architectes de la stratégie militaire du Nord, qui aurait pu être victorieuse rapidement, sans l'arrogance ou l'incompétence des généraux yankees. Nous avons enfin Gideon Wells, secrétaire à la marine, l'architecte avec Winfield Scott, encore une fois lui, du plan Anaconda pour mettre le Sud sous blocus. La stratégie au début de la guerre est alors assez simple. Foncer sur la nouvelle capitale sudiste, Richmond, pour mettre un terme à la rébellion, plan qui échouera assez vite, et durant de nombreuses années d'ailleurs. Que voulez-vous? L'obstination de certains généraux. On opta donc finalement pour une stratégie d'asphyxie. Effectuer des offensives sur les principaux axes de défense du Sud, comme sur le Mississippi, afin de découper le territoire sudiste et de rendre anarchique la défense, accompagné du blocus des côtes bien sûr. Ce plan mettra du temps à être mis en place à cause, comme je l'ai dit, du manque de clairvoyance et de l'arrogance des généraux nordistes. Mais quand ce sera des hommes comme Sherman ou Grant qui seront aux commandes, on verra tout de suite le changement et les succès nordistes s'accumuler. Malgré les pertes immenses subies par ces généraux, qui auraient avant fait reculer de nombreux autres généraux, comme McDowell ou McClellan. Mais finalement, ça a marché, et ça leur a amené la victoire. Parlons maintenant des différents théâtres d'opérations qui vont voir s'affronter les deux belligérants. Les opérations militaires vont donc s'étendre sur tous les théâtres d'opérations possibles des États-Unis.
On en distingue plusieurs. Tout d'abord, les théâtres secondaires, ceux du Far West en général, où l'on va voir une succession de coups de main, de négociations avec les peuples amérindiens locaux, et où l'on va perturber au maximum les lignes de fort et de ravitaillement. C'est une guerre assez archaïque là-bas, où il n'y a pas de frontière claire entre brigands et soldats, et même de frontières tout court. Il y a également les forts fédéraux sur toute la côte du sud, qui seront des enjeux militaires importants pour contrecarrer le blocus. Puis il y a les théâtres principaux, qui auront droit à la majorité des moyens militaires, et également à la majorité des batailles. Tout d'abord la Virginie, lieu où se trouvent les capitales des deux belligérants, Richmond et Washington, et qui seront des objectifs à atteindre pour gagner la guerre. Puis il y a le Tennessee et le Centre en général, qui sont des territoires disputés depuis la sécession et qui ont un objectif à la fois politique, montrer sa victoire dans cet État et donc l'illégitimité de l'autre, et également militaire, avec une place stratégique afin de descendre vers le sud et menacer les premiers États à avoir fait sécession. C'est également symbolique en quelque sorte, mais également couper en deux la Confédération. Enfin, il y a le théâtre du Mississippi, voie fluviale majeure, très pratique pour la logistique, et avec de nombreuses places importantes, comme Vicksburg, qui est un fort, et la Nouvelle-Orléans, qui est un port commercial très important. L'objectif étant une nouvelle fois de couper la Confédération, cette fois de ses territoires plus orientaux. En bref, on a beaucoup d'endroits pour s'écharper joyeusement. En conclusion, après donc 9 épisodes de contexte, c'est pas mal dis donc, on va enfin pouvoir traiter réellement de la guerre de sécession. J'espère que vous avez hâte. Même si avant il y aura un épisode de hors-série. Désolé. Cette guerre que l'on va donc suivre chronologiquement de 1861 à 1865. Maintenant que chaque belligérant est prêt, eh bien, on peut dire let's them fight, que le meilleur gagne. You cry.